Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Rieux-la-Pape, aujourd'hui député de la 7e circonscription. Toujours LR malgré l'élection d'Éric Ciotti? Toujours les Républicains, je l'ai toujours dit, tant que les Républicains resteraient les Républicains, je resterai aux Républicains. Et encore une fois, je n'en fais pas une question de personne, c'est une question de ligne. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler dans un instant. Alors, vous invitez surtout pour parler de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez été surpris par l'importance de la mobilisation jeudi? Au moins plus d'1 million de manifestants, plus de 2 millions disent les syndicats, alors qu'on disait les Français résignés sur cette réforme. Mais déjà, vous regardez ce que disent les syndicats. Entre les chiffres officiels et ce que vous donnent les syndicats, on est quasiment du simple au double. 1,1 million selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon les syndicats. Je pense qu'il faut juste un petit peu se détendre. Aujourd'hui, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, on est quand même sur des chiffres de mobilisation très importants. Bien sûr, mais si on nous avait dit 1 million de personnes à Paris, pas dans la France entière, là on a pu se dire, il y a une mobilisation sans précédent qui nous ramène à celle qu'on a pu connaître en 1995. On n'en est pas là. Au-delà de ça, on est dans une chorégraphie que tout le monde connaît bien. Mais le vrai sujet, c'est quoi? Ce n'est pas les intérêts de quelques syndicalistes ou leaders syndicaux qui essayent de conserver leurs petits avantages dans leur petite boutique. Le vrai sujet qu'on a à traiter au Parlement, c'est les retraites. Il n'y aura pas une grosse mobilisation sur ce sujet. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est est-ce que demain, on veut sauvegarder notre système de retraite par répartition, ou est-ce qu'on veut qu'à l'instar de ce qui s'est passé, je prends l'exemple de la Grèce, qui pendant un temps a été tenue par les amis de M. Tsipras, proche de M. Mélenchon, ils ont été tellement démagos sur les retraites qu'à un moment, ils ont creusé des déficits avec des mesures derrière pour redresser les comptes qui ont été d'une injustice totale, baisse massive des pensions, augmentation massive des cotisations. Résultat des courses, ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Et quand j'ai des personnes dans les cortèges, voire des leaders syndicaux, qui promettent la retraite à 60 ans, certains sur des tribunes lors de rassemblements de la NUPES, qui promettent la retraite à 50 ans, et je me dis qu'on marche sur la tête. La réforme des retraites, elle est simple, elle est là pour préserver ce système de solidarité. Notre système de répartition, il marche de façon très simple. Ce sont ceux qui travaillent qui cotisent pour ceux qui ne travaillent plus. Dans les syndicats, la CFDT était plutôt favorable à une réforme des retraites, celle qui avait été initiée à l'époque par Édouard Philippe, qui avait aussi qui était une réforme systémique, c'était l'instauration dans notre pays de la retraite à points. Retraite à points qui permettait d'avoir le même système pour tout le monde, donc qui supprimait tous les avantages spécifiques, donc qui crée quand même une forme de justice peut-être plus forte. Il n'y a pas de regret que ce ne soit pas cette réforme qui soit passée? Malheureusement, au-delà de la mobilisation qu'il y avait eu, mais encore une fois, ces mobilisations et ces grèves, elles font malheureusement partie de la chorégraphie obligée par les syndicats. De l'autre côté, vous avez vu le Covid qui est passé par là. Et donc forcément, cette retraite qui était systémique a été balayée par la pandémie. Aujourd'hui, on est comme sur une réforme profonde, avec d'un côté une accélération de la réforme Touraine qui donc va amener à 43 annuités de cotisation, et dans le même temps, une augmentation de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Vous savez, une réforme qui est particulièrement dure pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Mais justement, et on sait que ce sont les classes les plus populaires. On est en train justement de travailler là-dessus. Il y a déjà eu des premières annonces suite aux négociations qu'il y a eu avec le gouvernement. Et si vous voulez, ce qu'il faut, encore une fois, bien que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent se rendent compte. Quand on crée le système de retraite par répartition en 1900, à la fin des années 40, début des années 50, l'espérance de vie pour les Français, c'est 60 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes. Il y a 4 cotisants pour un retraité. Quand on arrive en 1980 et que François Mitterrand passe la retraite de 65 à 60 ans, il y a déjà un peu plus de 2 cotisants pour un retraité. Et aujourd'hui, si d'ailleurs la réforme démographique est déjà passé. Et le choc démographique, on l'a déjà subi, on a déjà su y résister. Mais il continue. Aujourd'hui, c'est 1,7 cotisants pour un retraité, et demain, c'est 1,4. Si déjà il n'y avait pas eu la réforme Mitterrand, aujourd'hui, notre pays aurait 1000 milliards de dettes en moins, puisqu'on aurait pu continuer à les injecter dans les retraites. Première chose, c'est colossal. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si justement vous ne faites pas cette réforme-là, où vous avez de moins en moins de cotisants pour plus en plus de retraités, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est la pyramide des âges, et que vous ne reculez pas l'âge de départ, et que vous n'allongez pas la durée de cotisation, le système devient infinançable. Et au moment où le déficit explose, et ça arrive dans les années qui viennent,
Vous n'avez pas d'autre choix derrière que de jouer sur les deux autres leviers qui sont insupportables pour les Français, la baisse des pensions de retraite, alors que dans le même temps, dans cette réforme, le but c'est d'augmenter en fait les plus petites pensions, et notamment pour les personnes qui partent avec une carrière complète à taux plein, pour les mettre à 1 200 € minimum. Et de l'autre côté, si vous ne jouez pas sur les pensions, vous devez augmenter les cotisations salariales, donc rogner le pouvoir d'achat des salariés, c'est insupportable aussi. On a parlé de la mobilisation. Ce qui est aussi un fait établi, c'est que les Français sont massivement opposés à cette réforme. Et dans le même temps, quand vous regardez les sondages, ils savent qu'il faut réformer. Quels peuvent être les amortisseurs pour sortir de cette impasse de contestation? Mais le vrai sujet, c'est que déjà sur ces réformes-là, ce ne sont pas des réformes que vous faites de gaieté de cœur. J'ai été maire de proportion gardée. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut céder? Simplement, c'est que vous devez présenter des réformes qui parfois sont impopulaires, mais qui sont nécessaires. Parce que c'est pour le bien du pays, pas pour vous faire plaisir que vous faites la réforme des retraites. Aujourd'hui, vous avez la question des carrières longues sur les retraites qui doivent mieux être prises en compte. Je pense aux mères de famille, mais je pense aussi, notamment dans les quartiers populaires, des personnes qui ne sont pas toujours en situation d'emploi. Il faut que justement cette réforme tienne beaucoup mieux compte de ça. Je porte justement pour les personnes qui sont bénévoles, et c'était dans le projet de loi de réforme de 2020, celle d'Édouard Philippe, une part, que les bénévoles puissent avoir 1 ou 2 trimestres pris en compte dans leur carrière, pour une bonne et simple raison, c'est que quand vous êtes bénévole, vous donnez à la société. Et pour les associations, pour les bénévoles, il faut savoir que leur rôle ne peut pas être remplacé ni par le secteur privé, ni par les collectivités. On va essayer aussi de défendre, et j'en ai parlé également avec les équipes de la Première ministre, une prise en compte des carrières des personnes en situation de handicap. Parce que les personnes qui arrivent à la retraite et qui sont en situation de handicap, pour elles, c'est la double peine. Elles ont vu leur carrière brisée par un accident de la vie. Et dans le même temps, quand elles arrivent à la retraite, elles ont une retraite de misère parce que justement, elles n'ont pas une carrière où elles ont pu cotiser complètement. Donc vous avez ces questions-là. Vous avez la question justement de la revalorisation des petites retraites. Qui est déjà annoncée. Voilà, qui est déjà annoncée pour mettre en tout cas les retraites à taux plein. Quand on regarde l'opinion française, on voit que globalement, ceux qui sont pour la réforme sont les retraités. C'est pas un hasard, ce sont aussi les électeurs de La République En Marche, aussi les électeurs de LR, ceux qui soutiennent la réforme. Par contre, les salariés, les classes populaires, aujourd'hui, sont massivement opposés à cette réforme et majoritairement votent pour Marine Le Pen. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en allant au bout de cette réforme, ça se termine mal? Mais donc en fait, on ne fait rien. Donc en fait, on va suivre les propositions démagogiques de Marine Le Pen, on remet la retraite à 60 ans. Si demain on ne peut plus payer, comment on fait? Et je répondrai aux personnes qui sont inquiètes à juste titre. C'est que peut-être que les retraités aujourd'hui sont favorables à cette réforme massivement. Pourquoi? Parce que oui, eux aujourd'hui sont à la retraite. Mais les salariés d'aujourd'hui, ce sont les retraités de demain. Et si demain on ne peut plus financer les pensions de retraite, c'est eux qui seront pénalisés le jour où ils atteindront l'âge de la retraite. Donc c'est pour eux qu'on travaille avant tout. On sauvegarde les retraites de ceux qui aujourd'hui ne travaillent plus et qui ont beaucoup donné, mais on préserve aussi la possibilité à nos compatriotes d'avoir des pensions de retraite dignes au moment où ils arrivent à l'âge de la retraite. On a entendu vos arguments. Pour revenir sur la situation locale, on se souvient que vous étiez monté au créneau sur l'incendie à Vaux-en-Velin, que vous aviez demandé une intervention du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez eu une réponse? Alors aujourd'hui, il y a des opérations de police qui ont été menées nombreuses à Vaux-en-Velin, notamment dans le cadre du trafic de stupéfiants, suite à mon interpellation, à l'interpellation de Hélène Geoffroy. Donc le travail continue, il y a un vrai travail de fond. Vous savez, c'est pas en l'espace de quelques semaines que vous renversez la vapeur. Cependant, il y a vraiment un mouvement de fond qui est engagé, beaucoup de moyens qui sont déployés, il en faudra encore, mais au-delà de ça, il ne faut pas que travailler que sur les dealers. Pas de reproche à faire sur le gouvernement sur ce sujet-là, alors? La réponse est à la hauteur. Très clairement. On a été entendu, on est reçu, il y a un dialogue continu. J'ai écrit à la Première ministre et au ministre du Logement, Olivier Klein, en lui suggérant, suite aux conversations qu'on a eues avec Hélène Geoffroy, aux rencontres qu'elle a eues également avec ces deux ministres, qu'on puisse essayer de relancer une grande initiative telle que l'avait pris Jean-Louis Borloo en 2003 pour créer l'Agence nationale de rénovation urbaine, parce qu'aujourd'hui les procédures sont trop longues, trop complexes, les choses ne changent pas assez vite. On voit très bien que le problème des copropriétés dégradées dans les quartiers populaires, c'est quelque chose qui pose problème. Et au-delà de ça, il y a aussi les initiatives que j'ai prises en termes législatifs. Dans un premier temps, avant même l'incendie de Vaux-en-Velin et ce drame absolu qu'a connu notre circonscription, j'avais déposé une proposition de loi pour justement faire la guerre encore plus aux dealers. Et cette proposition de loi qui a été déposée, le but c'est d'essayer de la faire adopter,
c'est de permettre à un magistrat et aussi aux bailleurs de pouvoir expulser toute personne de leur logement et d'un logement social, toute personne qui est condamnée pour trafic de drogue et toute personne qui héberge sciemment quelqu'un condamné pour trafic de drogue. Parce qu'à un moment, quand vous bénéficiez de la solidarité nationale dans nos quartiers, il est normal qu'on soit généreux avec les personnes en difficulté. Ce qui est anormal et révoltant, c'est que des personnes qui préfèrent trafiquer de la mort plutôt que de travailler correctement pour faire avancer notre pays, elles bénéficient de cette solidarité et pourrissent la vie de nos concitoyens. Et dernière chose, j'estime aussi, parce qu'on parle beaucoup des dealers, qu'on ne parle pas assez des consommateurs. Je ne sais pas encore, mais la justice le dira, qui est responsable de l'incendie de Vaux-en-Velin. Ce qui est sûr, c'est que dans ce hall d'immeuble, il y avait des dealers. S'il y avait des dealers, c'est aussi qu'il y avait des consommateurs. Et les consommateurs, on ne va pas se raconter de bêtises, ce pas les habitants de l'immeuble, ils viennent de l'extérieur. Souvent des beaux quartiers d'ailleurs, notamment du centre de Lyon, du 6e, de la Croix-Rousse, parce que vous savez, dans certains milieux, il est de bon ton de se dire que finalement, fumer un pétard, c'est anodin, ou se faire un rail de coke, c'est anodin. Non, c'est pas anodin. Parce que quand on est consommateur, on alimente le deal. Donc on est en train de travailler justement sur une proposition de loi pour taper... Ah non, non, mais, vous plaisantez. Ça s'éviterait d'alimenter le deal. Alors finalement, les gens n'ont pas envie de respecter le 130 km/h sur l'autoroute, mettons plus de règles. Hein, on fait sauter finalement la limitation de vitesse. Et pour la drogue, c'est la même chose. C'est interdit, on n'arrive pas à le juguler. Dans son premier mandat, semblait plutôt ouvert. Je pense que c'est une erreur, excusez-moi le terme, selon la formule consacrée, la drogue, c'est de la merde. C'est quelque chose qui tue notre jeunesse. Et il faut taper très fort sur les consommateurs. Donc c'est pour ça que justement, on va travailler sur cette proposition de loi. J'en ai parlé avec Hélène Geoffroy, il est très favorable. Je dois voir Gérald Darmanin en tête-à-tête d'ici la fin du mois. Je lui en parlerai aussi, mais c'est des messages sur lesquels, en tout cas, qui ont déjà été passés, sur lesquels je pense que je peux être entendu. Et pour finir, c'est la période des vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la métropole en 2023 ? Que Bruno Bernard arrête peut-être de se mettre en 4x3 dans les rues de la métropole. On a été assez surpris. Que n'aurait-on dit si c'est Gérard Collomb qui l'avait fait, si votre serviteur dans sa ville de Rieux mettait des portraits en 4x3 de sa tête. Enfin, certains m'auraient traité de mégalo, on aurait traité Gérard Collomb de mégalo, ou même d'ailleurs beaucoup d'élus de la métropole. Et dans le même temps, ces mêmes élus vous expliquent qu'il faut moins de publicité. Moins de publicité pour les autres, et visiblement beaucoup plus de portraits pour eux. Ça pose un petit problème. Alors j'espère simplement que Bruno Bernard va redescendre un petit peu sur terre, mieux entendre les inquiétudes de ses concitoyens, et puis à un moment être un petit peu plus en cohérence justement entre les actes et la parole. Quand on veut interdire la publicité, on évite de se mettre en 4x3, et puis, excusez-moi le terme, mais petit coup de pied de l'âne, quand on espère justement désengorger les territoires et améliorer les choses pour que les bouchons, il y en ait moins, justement sur le plateau nord, on essaye de faire en sorte que le métro B arrive, et non pas dire qu'il ne sert à rien. Alexandre Vincendet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.